tous et bienvenue sur cette nouvelle table ronde sur la food tech. On est toujours à la Mêlée Numérique le mercredi, donc le troisième jour sur cette semaine de festival du numérique et de l'innovation. Et nous avons une super table ronde sur la food tech et on va parler aujourd'hui effectivement de traçabilité, de RSE, mais pas que, de données également. Alors on va faire un petit tour de table pour qu'effectivement chacun puisse se présenter auprès des spectateurs pour expliquer ce que vous faites. Magali, je vous laisse commencer. Et au sein de cette école, on a différentes équipes de recherche. Et moi, je travaille dans une équipe de recherche en agroalimentaire où on va travailler sur la valorisation des produits alimentaires, autant dans leur transformation de produits alimentaires durables, sains et bons, et essentiellement pour des producteurs locaux. Voilà. Merci beaucoup. Pareil, Aurélie, est-ce que vous pouvez présenter rapidement? Bonjour à tous. Donc Aurélie David, je suis chargée de projet au pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc le pôle de compétitivité est un écosystème d'innovation qui rassemble des acteurs de l'innovation, laboratoires de recherche, entreprises, financeurs également, interprofessions agricoles, etc. L'idée, c'est d'accompagner les personnes sur leurs projets d'innovation, d'identifier des financements et d'aller jusqu'à adresser un marché innovant et de les accompagner, de les coacher pour cela. Merci beaucoup. Patrick. Bonjour, enchanté. Donc moi je m'appelle Patrick Renaud, je suis le directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle Menguise. Menguise, c'est une société toulousaine qui est spécialiste de tout ce qui est l'apéritif. Donc ça va des soufflés, des cacahuètes, des graines qui viennent dans le monde entier. Donc on parlera de traçabilité tout à l'heure, mais aussi des olives, des beurres de cacahuètes et d'autres produits. Caractéristique de cette entreprise, c'est qu'elle achète en direct 100% de ses marchandises depuis 30 ans, alors que la plupart des concurrents les achètent via des brokers. Et le fait d'être en direct avec la production agricole, on en parlera aussi, permet d'avoir une excellente traçabilité. Voilà, une entreprise aussi très engagée en RSE, et c'est pas récent, c'est pas parce que c'était à la mode depuis 5 ans, c'est quelque chose, on en parlera tout à l'heure aussi, qui est dans l'ADN de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup Yann. Anne-Laure Millet, d'abord je suis enchantée d'être parmi vous, responsable RSE pour le groupe Arteris. Le groupe Arteris est un groupe coopératif agricole mais qui s'oriente depuis quelques années vers l'agroalimentaire et sur l'agroalimentaire. On est situé sur le territoire qui va grosso modo de l'Occitanie à la région PACA. On représente 25 000 adhérents. On est la première ferme de ce territoire-là et nous, la démarche RSE, c'est à la fois quelque chose sur lequel on assume et on communique depuis peu de temps. Pour autant, la démarche RSE est quelque chose qui est lié à notre ADN et qui, globalement, a existé et a été pratiqué depuis la constitution du groupe il y a un peu plus de 12 ans. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. On va vous laisser la parole parce que justement vous étiez en train d'évoquer le sujet. Justement, quels sont les nouveaux enjeux en termes de RSE, de traçabilité pour Arteris actuellement? Alors les enjeux, c'est à la fois promouvoir ce qui a toujours été pratiqué, mais c'est aussi affirmer les valeurs du groupe avec une définition d'une raison d'être qui est forte, c'est cultivons l'avenir. Faire de la RSE pour un groupe coopératif, j'ai envie de dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Si demain on ne se préoccupe pas de la pérennité de nos exploitations et de la viabilité de nos exploitations, j'ai envie de dire qu'on a un vrai sujet, nous, de durabilité de notre organisation. Et au-delà de ça, on a un vrai sujet sur l'autonomie alimentaire de nous tous, puisqu'on est à la fois engagés dans nos entreprises, mais consommateurs. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on annonce, sur quoi nous nous engageons pour être transparent, pour être éthique. La notion d'éthique est super importante aussi dans ce qu'on veut afficher, tout en préservant notre planète qui est notre source d'avenir aussi. Donc voilà. De belles promesses. Est-ce que justement chez Menguise, vous avez à peu près les mêmes problématiques? Quels sont les enjeux pour vous aussi également d'un point de vue RSE? Alors j'ai entendu que c'était un sujet, la communication était nouvelle sur le sujet, mais vos pratiques sont historiques. Quels sont également vos enjeux?
Nous, nos enjeux, c'est d'assurer l'approvisionnement régulier de graines qui viennent dans le monde entier, qui sont soumis à des variations climatiques et ainsi de suite, qui sont en train de beaucoup évoluer, d'assurer la traçabilité et le contrôle de la production à distance, sachant qu'on est présent dans 50 pays en termes de production et qu'on veut absolument telle qualité, tel mode opératoire de production, avec un minimum d'intrants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est notre enjeu, et on le fait en direct avec des producteurs. C'est allé jusqu'à une époque à louer 15 000 hectares en Argentine pour faire la cacahuète, et ainsi de suite. Ça va assez loin. Mais ça va aussi encore plus loin en ce qui nous concerne, parce qu'il y a tout un volet social. On travaille, par exemple, à Madagascar, où on fait la noix de cajou. On travaille avec 988 producteurs qui travaillent à 100% pour nous, qu'on a installés, à qui on a permis d'avoir un titre de propriété, ce qui sur cette île est quelque chose de très particulier et très rare. On a équipé en ergonomie leur lieu de travail, on leur a fourni des outils, on leur fournit la génétique, on leur fournit énormément de choses, on leur fournit un suivi et une aide technique. On a introduit la médecine du travail et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur cette île, c'est des petites choses qui n'existaient pas. Et chaque année, on a de plus en plus de producteurs. Alors, on paye un peu plus cher. C'est vrai que tout ça, ça a un coût. Mais à contrario, on aide un pays, on aide des gens, et puis surtout, sur le long terme, on assure la pérennité de cette production et de ces gens-là. Voilà. C'est un petit peu le commerce équitable, mais sans forcément le valoriser au même titre que d'autres labels qui existent aujourd'hui. Exactement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a jamais été mis en avant dans l'entreprise. Ça existe depuis plus de 7 ans, ce qui nous concerne. On commence tout juste à en parler, mais pour nous, c'est pas la clé, c'est pas un outil marketing. Ça doit être une raison d'être. J'ai entendu le mot raison d'être, quelque chose qui est important. C'est une raison d'être. Voilà. Au même titre que toute notre électricité est verte, il y a des chaudières biomasse à l'intérieur, il y a des panneaux solaires partout. 100% de notre électricité est verte, mais c'est dans notre ADN, on communique. Enfin là, j'en parle parce que c'est le sujet, mais on n'en parle pas aux clients, on n'en parle pas sur nos packaging, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, parce que tout le monde connaît Menguise, je pense, sans le connaître, sans savoir que c'est local. Mais effectivement, vous êtes sur la région toulousaine. C'est sur la région toulousaine et 50% du marché en graines en France, que ce soit en marque ou en MDD, est dans les mains de cette entreprise et géré par cette entreprise. Alors après, il n'y a pas que des graines, des cacahuètes, des choses comme ça. Il y a d'autres choses. Il y a des olives, il y a des soufflets, et ainsi de suite. C'est une marque qui est très présente en marque et en MDD, en RHF, en GMS, mais qui reste discrète. Voilà, mais c'est une entreprise qui a énormément de valeur. Alors on vous remercie de partager en tout cas votre retour d'expérience aujourd'hui. Est-ce que Aurélie, justement, ça ressemble à ce que on parle d'adhérents au sein du cluster Agri-Sud-Ouest, mais est-ce que vous retrouvez les valeurs et les principes RSE des entreprises que vous représentez? Nos adhérents sont ici présents. Hein. Les 3 invités sont adhérents d'Agri-Sud-Ouest. Alors, nous, la façon dont on retrace la RSE, ça va être à travers... on flèche nos projets vers des appels à projets qui ont eux-mêmes une dimension éco-conditionnalité, RSE, durabilité. Donc, c'est des choses qui transparaissent à travers ce que l'entreprise et le porteur de projet doit traduire dans son projet et prouver. Donc, on a des documents qui permettent de mettre en avant quelles sont les actions qu'ils mettent en place pour répondre aux appels à projets. Donc, on a modifié récemment nos fiches parce que ce n'était pas le cas historiquement dans les appels à projets. De plus en plus maintenant, quel que soit l'appel à projet, il y a ces demandes d'éco-conditionnalité et l'impact du projet sur son environnement, sur l'humain et l'impact économique qui était déjà avant. Donc, c'est à travers ces exigences-là que nous, on a abordé cette question au sein du pôle. Et c'est justement la dimension RSE, c'est une vague de fond dans tout le secteur. Vous sentez vraiment oui, alors un je ne suis changement? peut-être pas la plus légitime pour parler parce qu'en Occitanie, il y a un mouvement qui est le contrat agroalimentaire Occitanie, piloté par la région et piloté par l'AREA, qui est l'agence régionale des entreprises agroalimentaires, et la coopérative agricole occitane, qui sont eux maîtres d'œuvre des actions qui vont être mises en place auprès des entreprises agroalimentaires, notamment des coopératives, pour essayer d'insuffler cette dynamique, d'aider et d'accompagner les entreprises dans cette dynamique, de mettre en place de la sensibilisation, de les aider à innover en ce sens-là. Nous, on intervient sur ces volets innovation. Il y a des technologies qui peuvent aider à aller capter de l'information, de la traçabilité. Mais voilà, les 2 acteurs qui vraiment œuvrent sur ces sujets sont ces 2 entités au niveau régional.
Merci beaucoup. Et est-ce que effectivement, Magali, au sein de l'école de Purpan, est-ce que c'est justement ça fait partie des matières que vous enseignez? Est-ce que c'est une dimension importante pour les élèves aujourd'hui, toute la dimension RSE? Est-ce que même ça les oriente dans leur choix de carrière? Alors, oui, c'est une matière qui est enseignée. Donc, à Purpan, on a différentes formations. On a la formation d'ingénieur, bien sûr, mais on a aussi des nouvelles formations où on va suivre les tendances et où effectivement on va beaucoup s'adapter, où il va y avoir plus de RSE, mais il y en avait déjà avant. C'est vrai que c'est pas un sujet qui date d'hier. Et on va aussi l'utiliser dans nos projets de recherche. Effectivement, comme l'a dit Madame, on va répondre à des appels d'offres où il va y avoir de plus en plus d'axes sur cette voie-là. Donc on adapte aussi nos projets. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on va utiliser directement nous dans notre établissement, puisqu'on a aussi différentes thématiques afin d'avoir notre certification en lien avec les données RSE. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, effectivement, on a évoqué rapidement ce volet RSE, mais on en discutait en préparant cette table ronde que sur les sujets de traçabilité, par contre, il y a un peu plus d'actualité, notamment liés au numérique. Alors, je le cite parce qu'il faudra en parler à un moment donné, mais à Yuka, etc., toutes ces nouvelles applications qui effectivement collectent, centralisent de la donnée justement sur les produits pour amener peut-être plus de transparence et de traçabilité auprès des consommateurs. Est-ce que justement la transformation digitale et le digital a un impact sur vos activités, par exemple au sein d'Arteris? Est-ce que vous sentez cette vague de fonds digital arriver? Alors on la sent bien, on la voit bien arriver aussi. On s'interroge sur comment monter ce modèle de big data autour de l'information, de capitalisation autour de la donnée. La vraie question, c'est la finalité de cette donnée, qu'elle va être, qu'est-ce qu'on va en faire, parce que c'est ce que nous venions d'échanger. Aujourd'hui, tous les scorings qu'on peut voir, moi je m'interroge à titre personnel sur la réalité de la valeur de cet indicateur. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir cette capacité à collecter de la donnée avec un certain nombre de contraintes réglementaires. Typiquement, la RGPD est un vrai sujet qui nous pose des limites sur quelles données nous pouvons collecter, sur quelle finalité et comment la stocker et quelque part la sauvegarder. Et puis moi, il y a un sujet qui m'intéresse au-delà de cette collecte de données, c'est en tous les cas, le cas d'Arteris, c'est que nous collectons potentiellement une foule d'informations, notre capacité à la structurer, la capacité aussi à pouvoir l'étudier, l'analyser et en faire peut-être demain un modèle prédictif et qui permettrait aussi à nos agriculteurs, forts de cette connaissance et de notre retour d'expérience, que pourrions-nous en faire? C'est collecter de la donnée pour donner de l'info, c'est super intéressant, oui, mais surtout, que pouvons-nous en faire? Et demain, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre et nous permettre d'améliorer dans notre système de production et éventuellement de prévoir dans nos éventuels aléas productifs? Et Dieu sait qu'on le voit bien aujourd'hui, les aléas de production au niveau du monde agricole sont de plus en plus fréquents, malheureusement, de plus en plus graves. Et la question, c'est est-ce que la donnée peut être un moyen justement de pouvoir être un peu plus fin dans l'analyse et la prévention de ces données-là ou des conséquences de ces aléas. D'accord, donc c'est un enjeu stratégique pour vous, indépendamment même déjà des consommateurs, si vous avez besoin de collecter de la data pour la pérennité justement de votre activité, quoi. Complètement, même si le consommateur est complètement impliqué dans notre démarche, est complètement intégré comme partie prenante, comme écosystème de notre démarche. Pour autant, la vraie question, c'est que, comme l'a rappelé, que ce soit le ministre des Finances ou le ministre de l'Agriculture pendant la période Covid, nous assurons le premier maillon de la chaîne alimentaire et nous devons nous assurer de cette capacité à alimenter, à nous alimenter. Encore faut-il être en capacité de pouvoir le faire dans un milieu plus ou moins instable et plus ou moins exposé à des aléas. Tout à fait, quand tout le monde se jetait dans les supermarchés pour acheter des pâtes. Ou du cassoulet. Ou du cassoulet. J'avais pas entendu parler de la pénurie de cassoulet, mais... Moi, je peux vous en parler. Hein. On en a subi, tant mieux, on n'a pas subi. On a eu un énorme pic de production dans nos sites de production de cassoulet à la Belchorienne. Et donc, typiquement, moi, j'ai été travailler 15 jours à la chaîne pour voir ce que c'était et donner un coup de main à mes collègues parce que c'était important et on avait une vraie demande et un peu moins sur les métiers de back-office.
Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Justement, Patrick, au sein de Mengiz, est-ce que justement les enjeux de traçabilité, j'imagine vos produits en plus viennent de loin, est-ce que c'est des vrais enjeux également pour vous? Alors, ce sont des enjeux d'autant plus importants que les normes que nous imposons ne sont pas des normes spécifiques à tous les pays où on achète les graines. On en achète en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, aux États-Unis, en Argentine, mais aussi en Asie, et ainsi de suite. Donc c'est essentiel de pouvoir imposer ces normes et qu'elles soient suivies et appliquées. Donc ça veut dire qu'on a énormément de données dont on a besoin d'un point de vue tout d'abord réglementaire, pour les douanes, pour des appels d'offres MDD, enfin de marques de distributeurs, pour assurer la qualité de nos produits. Donc tout ça, c'est essentiel. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on veut donner un maximum d'informations aux consommateurs. Donc moi, je suis extrêmement favorable à ce qui se passe depuis 5-6 ans sur la transparence des origines, des ingrédients et ainsi de suite, que développent des applications comme Yuka et autres. Ça permet aux consommateurs de savoir ce qu'ils mangent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu de l'abus. Alors, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je pense qu'il y a eu de l'abus de l'agroalimentaire à une certaine époque. Pas volontairement spécifiquement, peut-être sous la pression des baisses de coûts imposées par la grande distribution ou parce qu'il y avait une recherche financière qui était peut-être un peu trop poussée, et il y a eu de l'abus. Donc tout ça, toute cette transparence de données qui est demandée par le consommateur ou qui est imposée par certaines applications, fait que va falloir qu'on réponde et qu'on travaille à livre ouvert. Et ça, c'est très bien. C'est très bien pour le consommateur, c'est très bien pour tout le monde. Aujourd'hui, on a des normes européennes qui, des fois, nous empêchent de donner cette transparence. Je vais vous donner un exemple. Une graine de cacahuète, qu'elle vienne de Chine ou qu'elle vienne des États-Unis ou d'Argentine, c'est marqué non-EU. Or, je peux vous dire qu'en termes de bactériaux à l'intérieur et de qualité organoleptique, ça n'a rien à voir. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais le consommateur a le droit de savoir d'où vient le produit, comment il a été produit, par qui, dans quelles conditions sociales, dans quelles conditions économiques, est-ce que le producteur est rémunéré, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je vois d'un œil très bienveillant l'arrivée du big data dans l'agroalimentaire pour, assurer la traçabilité parfaite de nos produits et deux, donner au consommateur l'information qu'il est en droit d'avoir pour faire son choix de marque, de produit. Merci beaucoup. Est-ce que, Magali, justement, quelles sont les tendances que vous voyez sur ces sujets-là? Est-ce que, justement, peut-être les jeunes qui sont présents aussi au sein de votre école sont un petit peu les vecteurs de cette nouvelle tendance? Qu'est-ce que vous pressentez sur la traçabilité? Alors, j'aurais plusieurs choses à dire. Les jeunes, alors c'est vrai que les étudiants sont très friands des outils numériques et des applications. Après, je pense qu'ils sont un peu comme tout le monde. Ils vont les télécharger une fois et puis ils vont pas forcément les utiliser. Et c'est là où il y a une première limite avec la mise à jour des applications qui vont pas toujours être faites. Alors, je suis comme vous, je vois quand même d'un bon œil l'arrivée des big data, mais à condition qu'elles soient fiables. Et c'est vrai que ça permet aux consommateurs d'avoir l'impression de pouvoir faire un choix, ce qui n'est pas forcément vrai. Puisqu'en fait, si on prend l'exemple de la donnée Nutri-Score qui est présente dans ces applications, le Nutri-Score, c'est pas obligatoire pour les entreprises de l'afficher. Donc en fait, ils vont faire le choix parmi les entreprises qui jouent le jeu. Et s'ils vont avoir par exemple un produit qui a un mauvais Nutri-Score, ils vont peut-être choisir le produit d'à côté qui n'a pas de Nutri-Score parce qu'il n'a pas voulu l'afficher. Et donc ils vont croire qu'ils font le bon choix alors que finalement le Nutri-Score de ce produit est tout aussi mauvais. Donc en fait, il y a un ensemble d'applications qui existent aujourd'hui pour informer le consommateur. Il y en a qui s'appuient sur des données plus fiables que d'autres. Il y en a comme Yuka par exemple qui vont avoir un algorithme où ils vont focaliser sur la présence des additifs et où ils vont faire attribuer des points en moins par rapport aux additifs, en se basant pas uniquement. Alors ça va être un algorithme propre à eux. Il y a d'autres applications comme une application qui s'appelle MyLabel où ils vont plus s'intéresser au côté, on peut choisir si on veut être une alimentation durable, une alimentation plus sociale, éthique ou plus bonne pour la santé, et ils vont s'appuyer par exemple sur des associations, des ONG et diffuser des informations via ce type de réseau qui peuvent aussi des fois être portées à confusion
confusion, être basé sur des rumeurs. Et donc en fait, il y a vraiment plein d'applications différentes avec des données différentes. Alors je ne sais pas, il y a l'ANIA qui a mis en place une plateforme de partage de ces données. Je ne sais pas si vous participez à transmettre vos données sur cette plateforme. On participe au programme Nutri-Score depuis 1 an. Tous nos produits sont en train d'y passer, c'est volontaire. Concernant l'ANIA, s'il passe par une plateforme qui s'appelle Alchemix, je crois, on est dans ce programme-là. C'est-à-dire qu'il consiste à donner l'intégralité des informations publiques. Et c'est tant mieux. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de faire participer toutes les entreprises françaises à faire ce partage de données et d'utiliser des données qui vont depuis le producteur jusqu'au consommateur avec un échange. C'est un projet qui a débuté depuis 4-5 ans, je crois, quelque chose comme ça, et qui est loin d'être terminé. Mais là, pour le coup, c'est peut-être une manière de fiabiliser un petit peu plus et d'impliquer les entreprises sans qu'elles soient, tributaires et prisonnières de finalement ces applications, mais qu'elles travaillent plutôt en collaboration pour arriver à donner des bonnes informations. Merci beaucoup. Est-ce que, pareil, est-ce que d'un point de vue Agri-Sud-Ouest, est-ce que justement ces enjeux de la donnée sont critiques et importantes aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs ? Alors oui, nous, le pôle Agri-Sud-Ouest est reconnu pour les volets agriculture et agroalimentaire numérique. Donc on a beaucoup d'acteurs, d'offreurs de solutions qui travaillent sur cette dimension de données. Et je rebondis sur ce que disait Madame tout à l'heure. Effectivement, maintenant, on capte beaucoup de données. Mais quelle est la qualité de cette donnée ? Donc il faut arriver dans cette chaîne à qualifier la donnée et pouvoir en tirer de la connaissance. Donc il y a toute une réflexion dans les entreprises pour savoir comment on la capte, comment on la qualifie et comment on l'exploite pour en faire une connaissance qu'on va pouvoir valoriser. Excusez-moi, qu'on va pouvoir valoriser en interne dans l'entreprise auprès de ses adhérents, de ses agriculteurs ou de ses consommateurs aussi. Donc l'enjeu, il est là. La traçabilité, c'est pas nouveau. La réglementation l'impose depuis de nombreuses années en agroalimentaire. Ce qui est nouveau, c'est peut-être cette circulation d'informations qu'on va sécuriser à travers des outils comme la blockchain notamment et la connaissance qu'on va pouvoir créer. On a des adhérents, nous, qui travaillent sur cette capitalisation de la connaissance et aussi de pouvoir aller jusqu'à de la rétribution à celui qui va pouvoir transmettre sa donnée, qu'il en tire quelque chose et que la valeur se répartisse tout au long de la chaîne. Donc, je pense à OKP4, qui est une entreprise adhérente chez nous. Donc, les entreprises doivent capitaliser sur ces connaissances et puis organiser en interne toute la captation de l'information tout au long de la chaîne. Et après, cette connaissance et cette information, elle va jusqu'au consommateur. On le voit, l'intérêt pour communiquer sur un produit. Et après, on y met ce qu'on veut, l'histoire du produit, l'agriculteur qui a élevé l'animal, le bien-être animal, et pouvoir être des critères de réassurance pour un consommateur. Ça va valoriser les pratiques mises en œuvre dans l'entreprise. Et puis, le consommateur va faire un choix éclairé. Le Nutri-Score, c'est finalement une partie de ce choix potentiel. Donc oui, nous, nos adhérents travaillent sur ces sujets-là et on les accompagne sur de l'innovation, trouver des financements, qui est notre rôle, pour essayer de déployer ces technologies au sein d'entreprises. Et est-ce que le secteur est en cours de mutation, de transformation digitale ? Est-ce que quel est le niveau d'avancement entre guillemets ? Est-ce que une grosse partie des acteurs aujourd'hui, quelle que soit leur taille, on collecte de la data aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore en cours, quoi ? Oui, beaucoup collectent la data. On n'en est peut-être pas encore sur quelque chose de complètement organisé. Il y a encore beaucoup à faire, des réflexions, parce que ça se fait, j'imagine, dans une coopérative comme Arteris, ça se fait, il y a de la donnée, des milliers de données qui sont captées du champ à la production et il faut l'organiser. Donc c'est prendre un peu de recul, de hauteur et organiser tout son système d'information au global pour pouvoir plugger différentes applications, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui développent des applications pour tout type de métiers et d'objectifs. Et l'enjeu pour une coopérative, ça va être d'arriver à faire correspondre, à faire communiquer tous ces outils et d'avoir la traduction, je dirais, en tableau de bord et en PowerPoint quasiment et en graphe de cette information qui est digérée et qui est exploitable pour un adhérent, un agriculteur. L'enjeu, il est là. Je ne pense pas qu'on y soit encore complètement, peut-être dans certaines entreprises plus que dans d'autres. Et
Et après, on ira vers tous les enjeux du numérique, où est-ce qu'on capte de la donnée qui est utilisée? Est-ce que c'est pertinent de la capter parce que ça a un coût écologique? Donc il y a toute une réflexion à poser aussi là-dessus. Tout à fait. On parlera lors du Data Day de jeudi, parce que là, c'est très intéressant. On parle food tech et en fait, on revient sur un petit peu les problématiques de toutes les entreprises en ce moment, qui est effectivement la transformation digitale, la valorisation de sa donnée. On dit que c'est le pétrole de demain. C'est toujours une expression qu'on entend souvent et on voit que quel que soit le secteur, c'est un petit peu les mêmes problématiques. On parlera également jeudi de sobriété numérique, parce qu'effectivement, le numérique peut amener beaucoup aux entreprises, mais il commence à avoir un impact effectivement écologique. Est-ce que justement les données liées à l'impact écologique, est-ce que c'est une donnée aujourd'hui qui est importante justement pour, par exemple pour les adhérents d'AgriSud-Ouest? Alors, il y a des réflexions qui sont posées là-dessus. Dans les projets, on n'en est pas encore à avoir ces exigences-là, parce que les financeurs ne le soulignent pas encore. Mais c'est des sujets qu'on commence à voir apparaître sur certaines journées. Et puis, il y a le Green IT Day. Ça commence à émerger quand même cette prise de conscience que la donnée, ça a un coût écologique. Par contre, elle est intéressante pour communiquer de l'information. Donc, et je disais même la donnée, par exemple, de l'impact écologique de la production des produits. Par exemple, chez Arteris, est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose que vous valorisez également ou pas? Alors, qu'on capte, qu'on essaie d'analyser, qu'on va intégrer même dans notre calcul d'ROI sur nos prochains investissements, oui, ça en fait partie, puisque aujourd'hui, l'avantage aussi de cette démarche un peu plus haute de vue d'une démarche RSE en mesurant l'impact écologique qu'on pourra avoir à court et moyen terme, ça change un petit peu ne serait-ce que la stratégie et la démarche financière d'une entreprise. Et ce que je trouve juste génial, c'est qu'on passe d'une logique très court-termiste financière, et cette démarche RSE nous permet de remettre l'entreprise dans un environnement industriel de moyen terme, de long terme, et on se pose les vraies questions, les bons investissements aux bons endroits. Donc effectivement, des fois, on a un investissement qui à court terme peut paraître très cher, mais quand on le prend avec un peu de recul et qu'on intègre la donnée environnementale et l'impact environnemental et potentiellement les pénalités ou sanctions que nous pourrions avoir à subir, on peut peut-être changer de montage et d'investissement. Pour revenir à ce que disaient mes collègues, la donnée est fondamentale. Oui, nous la collectons. Oui, on voudrait, mais une vraie problématique que nous avons aujourd'hui, c'est trouver l'outil qui nous permette d'amalgamer tous nos systèmes d'infos et d'avoir un outil simple et exploitable qui nous permet de retranscrire ce qu'on a collecté. Et ça, le vrai enjeu, en tous les cas, la vraie frustration, en tous les cas qu'on ressent nous chez Arteris, c'est on n'a pas l'outil, quoi. Donc on en trouve plein de parcellaires. Alors sur tous les domaines de collecte de données, on va trouver l'outil, mais l'outil qui est capable de globalement d'intégrer toute cette donnée et lui faire dire quelque chose de manière simple, sans avoir des interfaces dans tous les sens. Et Dieu sait que quand on a des interfaces, la fiabilité de la donnée peut être un petit peu partielle. Et puis, encore une fois, on s'aperçoit que quand on manipule les bases de données, il suffit qu'on ait fait une somme de filtres les uns derrière les autres, et le résultat qu'on a est peut-être juste sur une question, mais faux globalement. Et en fait, c'est toute cette intelligence autour de la collecte de données, autour des bases de données, de la structuration de la base de données qui est fondamentale. L'outil est un outil, mais aujourd'hui, je trouve qu'il manque. Et en fait, ça chamboule toute la stratégie quasiment informatique d'une entreprise. Alors quand elle se crée, j'ai envie de dire que d'emblée, on intègre la logique de base de données. Quand on a un groupe constitué qui a quelques années derrière lui un système d'info qui est ce qu'il est, et là, ça devient un vrai challenge, un vrai enjeu, et c'est pas aussi simple que ça. Peut-être une opportunité. S'il n'y a pas d'éditeur aujourd'hui qui fait la solution dont vous avez besoin, il y a peut-être des possibilités de diversification dans le numérique. Il y a des sociétés comme Dassault qui ont développé Dassault Systèmes, qui est un des plus gros éditeurs français, parce qu'ils ont développé la propre solution Katia qui répondait à leurs problématiques et qu'ils ont su commercialiser derrière. Est-ce que justement vous arrivez à collecter de la data du bout du monde au sein de Menghiz? Comment, quand vous travaillez avec Madagascar ou avec d'autres pays, comment vous arrivez justement à peut-être collecter de la data sur ces territoires? On récupère toutes les informations de la production parce qu'elle doit être tracée. Aujourd'hui, à partir du moment où le produit rentre en Europe, il doit être tracé de A à Z, comme ici, si j'ose dire. C'est quasiment les mêmes méthodes, les mêmes logiciels. Donc la traçabilité est la même. Et en ce qui concerne la data, aujourd'hui, elle va du champ jusqu'à l'assiette. On parlait de l'assiette. Aujourd'hui, on reçoit des multitudes d'informations de où est-ce que nos produits sont consommés, dans quel magasin, à quel moment, par qui. Je peux vous dire que toute cette partie consommateur, c'est une somme d'informations gigantesques qu'on n'arrive pas à tout traiter d'ailleurs, tellement c'est important. Ça, c'est un coût écologique qu'aujourd'hui on n'estime pas.
On ne l'estime pas aujourd'hui. On sait qu'il va falloir travailler dessus, mais on n'a pas la capacité. On n'a pas honnêtement en plus aujourd'hui la pression sociale pour y aller, ou la pression législative, mais c'est un coût gigantesque. La grande distribution possède un nombre de data gigantesque qu'elle travaille, qu'elle traite tous les jours et qu'elle transmet à l'intégralité des acteurs de l'industrie agroalimentaire. Là, il y a de quoi s'améliorer, je pense. Ça, c'est le premier point. Et on est particulièrement sensible à ça parce que nous, qui travaillons sur la protéine végétale, on vit de la terre. Donc, on vit de ce que la terre nous produit. Si on abîme notre terre, demain, on n'a plus de raison d'être. C'est le cas de le dire. Donc, on fait très attention à ça. On a la chance d'avoir des produits qui consomment beaucoup de dioxyde de carbone. Je précise que la cacahuète est un des produits qui consomme le plus de dioxyde de carbone. Donc, mangez-en. C'est bon pour la planète. Pour la petite anecdote. Ceci étant dit, on peut s'améliorer sur la gestion de la data et qui aujourd'hui est trop importante, je pense, en ce qui concerne le consommateur et que les entreprises, quelles qu'elles soient, petites, moyennes ou grandes, ne traitent pas vraiment. Effectivement, est-ce que je me posais la question en vous écoutant, est-ce que l'IoT, l'Internet des objets, aujourd'hui est une réalité ou pas encore? Est-ce que vous allez jusqu'à avoir des capteurs dans les champs, etc., comme on aurait pu l'imaginer il y a quelques années que ça allait être ça le futur de l'agriculture? Est-ce que c'est déjà une réalité aujourd'hui? Est-ce que vous avez vous arrivez à savoir en temps réel quand est-ce qu'il pleut ou pas chez vos producteurs? Alors, sur la cacahuète, nous, non, c'est géré par nos producteurs directement. Sur la partie blé et maïs, parce qu'on dépend certes d'un entrepreneur, mais aussi d'une coopérative qui s'appelle Océalia, on le fait, oui. Donc, sur le blé et le maïs, parce que là, comme il est produit en France, on l'achète en France. Dès qu'on peut acheter en France nos produits, on les prend en France, on les source en France. La réponse est oui. Là, on arrive à avoir les informations, mais comme je pense chez Arteris, où c'est particulièrement bien suivi, aujourd'hui, je pense que toutes les coopératives modernes, entre guillemets, pilotent ça, parce que déjà, il y a un volet écologique, de contrôle de l'irrigation, bref, et ainsi de suite, d'optimisation des plantations et autres. Ouais, tout à fait. J'imagine bien que chez Arteris, vous avez également ce type de solution. Mais est-ce que pareil, ces données-là, est-ce que vous les valorisez, vous les partagez avec vos partenaires et peut-être avec les personnes qui transforment les produits? Alors oui, nous avons ce genre d'outils-là que nous partageons avec nos agriculteurs, nos adhérents. On développe en recherche et développement un certain nombre d'outils qui nous permettent d'avoir typiquement une irrigation très précise à la parcelle, à l'endroit, mais également par rapport à un certain nombre de données agroécologiques, mettre le bon traitement au bon endroit. Alors tout simplement parce que faut être aussi très pragmatique. Un agriculteur, faut pas croire que ça l'amuse de gaspiller de l'eau ou que ça l'amuse de mettre un certain nombre d'intrants dans ses productions, parce que les intrants et l'eau, ça a un coût. Et quelque part, l'agriculteur, la finalité de son travail, c'est d'avoir une rémunération qui lui permette de vivre dignement. Donc l'agriculteur, il est aussi le premier demandeur en disant plus je vais réduire mes intrants tout en préservant la qualité et le rendement de ma production, et plus je suis gagnant au final. Donc oui, on développe, on a un certain nombre d'OAD qui ont été développés par notre structure, je crois en collaboration avec vous, par rapport à l'irrigation, IRI-Repère et un certain nombre de choses. Oui, c'est quelque chose que nous faisons, mais on voit bien que le drone va être aussi une solution. Les capteurs dans les tracteurs, c'est pas du futur, c'est déjà du présent. Et puis, il y a une chose qu'il faut quand même qu'on ait tous en tête, c'est que je ne connais pas un secteur d'activité qui a subi autant de pression et autant d'innovation technologique en aussi peu de temps. Donc oui, les agriculteurs aujourd'hui, ce sont à la fois des chefs d'entreprise, ce sont des ingénieurs qui sont capables d'avoir une agriculture de précision et qui l'ont fait sans se plaindre, en suivant un mouvement et une contrainte, mais qui l'ont fait. Donc il faut se dire qu'on a un milieu agricole qui a suivi et qui est peut-être à la pointe d'un certain nombre d'évolutions technologiques. Typiquement, quand on prend des petits étudiants en stage, même en troisième, ils découvrent une agriculture qu'ils avaient vue au travers des images médias un petit peu ringardes, avec des drones, des robots qui vont tout seuls dans les champs et qui vont faire un certain nombre de tâches. C'est ça l'agriculture. Ce n'est plus, on n'est plus à l'ère du bœuf et de la charrue, même si peut-être certains le regrettent, j'en suis désolée, mais on est sur une agriculture de précision.
et moderne. On le sait, hein, je pense que tout le monde a conscience. Effectivement, les agriculteurs aujourd'hui sont extrêmement connectés et amoureux, parce qu'il y a aussi l'amour est dans le pré qui crée une belle image de ce secteur auprès des jeunes. Mais justement, est-ce que les jeunes aujourd'hui qui ont des vocations effectivement d'aller dans l'agriculture ont cette conscience justement de la digitalisation du secteur? Est-ce que vous avez des geeks parmi vos élèves? Oui, on en a quelques-uns, oui. Je sais. J'oserais pas le dire, mais je pense un petit peu que ça peut aussi leur donner plus envie d'y aller, parce que c'est vrai que ça donne une image plus au goût du jour du métier d'agriculteur. Et puis c'est vrai que chez nous à Purpan, on a aussi une plateforme, on a une ferme expérimentale où ils ont justement l'occasion d'utiliser ce type de nouveaux outils, voire de monter des projets de recherche pour essayer de les mettre en place. Et ils sont effectivement plutôt friands de ça, ouais. Et nous aussi d'ailleurs. Il y a des axes de recherche sur ces sujets-là. C'est vraiment toute la partie recherche que vous faites au sein de cette école. Elle est très orientée vers la donnée, vers le digital également. Je pense que le spectre est large. Mais... Oui, effectivement, le spectre est très large. Vous avez parlé de la partie consommateur et de toutes les données qui sont utilisées. Donc, on va avoir des services de recherche en marketing qui vont travailler là-dessus. Après, au niveau de l'agriculture, c'est plutôt la ferme expérimentale. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement quels sont les projets, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Ensuite, nous, au niveau de l'agroalimentaire, on va plutôt travailler... alors moi, c'est plus sur les Nutri-Score ou effectivement l'affichage de l'utilisation de l'emballage pour afficher des données et peut-être aussi plus tard, on pourra avoir... c'est ce qu'annoncent certaines entreprises comme Tetra Pak avec des commandes, enfin des connexions qui vont pouvoir se faire entre le frigo et la cuisine avec des commandes qui se feront automatiquement des capus de lait, etc. Moi, c'est pas vraiment mon domaine, donc effectivement, j'ai peut-être tendance à plutôt m'inquiéter de ce genre d'avancée, mais voilà, après ça sera, on va rentrer peut-être un petit peu trop dans une rationalisation de l'alimentation et perdre le côté plaisir social. Donc ça, c'est vrai que c'est comme les outils, le Nutri-Score, où au final le consommateur va choisir en fonction de ce qu'il doit manger et plus en fonction de ce qu'il aura envie de manger, et ça peut peut-être un peu perturber le comportement. Donc voilà, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais effectivement, on sent quand même qu'il y a une mutation, un petit peu, que tout le monde fait plus attention à sa santé, qu'on est un peu plus conscient justement de la nécessité de manger des produits plus sains, quoi. Alors je pense que c'est un peu une impression, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, il y a des études qui ont été menées, comme l'étude d'un cas menée par l'INSERM, qui montre qu'au final, les gens qui réagissent à ces recommandations, ça reste les personnes les plus riches et les plus éduquées. Et donc au final, est-ce qu'on peut vraiment parler de prise de conscience? Oui, effectivement, mais d'un autre côté, ça augmente aussi les inégalités sociales. Donc voilà, là aussi, il y a deux vitesses en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a plusieurs vitesses aussi au sein de Dairy Sud-Ouest? Est-ce que justement toutes les entreprises justement ont conscience de tous ces enjeux sur la qualité des produits, justement sur cette mode? Alors je ne sais plus comment l'appeler du coup de manger healthy. Alors oui, nous on fédère des entreprises qui sont dans l'innovation. Donc je rebondis aussi sur ce qui était avant, sur tout ce qui est donné. On a des entreprises et l'agriculture, les projets que l'on porte, c'est de la robotique, c'est du numérique, au service de l'agriculture, au service de la juste dose, au bon endroit. Il y a des drones, il y a des satellites aussi. Donc tout ça, ça va aller dans le sens d'une alimentation plus saine et plus durable, d'utiliser moins d'intrants. Ça a un coût, mais c'est un coût sanitaire aussi, de santé. Donc les agriculteurs sont dans cette optique-là, de diminuer ces intrants, de trouver des alternatives. On a aussi beaucoup de sujets sur le biocontrôle et les biosolutions. La traçabilité, elle va aider à ça. Tout ce qui est mis en place par l'amont va pouvoir être retranscrit. Et je parlais de réassurance tout à l'heure. Le consommateur, s'il a cette histoire de son produit, de son poulet, de ses céréales, il va acheter en connaissance de cause des pratiques qui auront été mises en place en amont et qui vont être valorisées et plébiscitées. Donc c'est l'intérêt de cette
cette traçabilité, c'est cette transparence et ces facteurs de réassurance. Et on parlait d'attractivité des métiers avec la robotique, le numérique. Il y a un problème de renouvellement des générations dans le monde agricole. Donc c'est aussi des outils, blockchain, etc., qui vont peut-être permettre de donner un peu plus envie d'aller dans ces métiers. C'est des métiers maintenant très technologiques. Ils sont avec des tracteurs connectés. Ils sont bardés de capteurs, sans parler des robots. Ils ont des smartphones pour suivre les doses qu'ils doivent mettre, comment piloter tout ça. Donc, alors, moi, je suis peut-être un petit peu biaisée parce qu'on n'est que dans des projets d'innovation qui ne sont peut-être pas tous encore sur le marché. Donc, on a cette vision de l'agriculture de dans 5 ans, dans 10 ans. Mais clairement, ça va vers quelque chose de plus précis et qui va dans le sens de produits de meilleure qualité et de répondre aux attentes sociétales du consommateur. Et c'est là où la traçabilité fait ce lien entre les pratiques et les attentes de la société. Je viens de recevoir une information. Quelqu'un en ligne a posé la question du bio et de supprimer les pesticides. En fait, c'est aussi une tendance. Donc, on cherche à avoir des produits plus sains, mais également qui ont moins d'impact et de supprimer les intrants et notamment les pesticides et les engrais, etc. Est-ce que c'est aussi la donnée? Est-ce qu'elle a un enjeu? Parce qu'effectivement, c'est un effort. Est-ce qu'il va falloir le valoriser, entre guillemets, cet effort qui est fait par les acteurs du secteur? Est-ce qu'il y a des récoltes, enfin, on récolte de la donnée également sur ces sujets? Oui, bien sûr, parce que tous les drones et les cartes satellites permettent de savoir sur une parcelle là où il va falloir mettre plus d'intrants ou là où il faut en mettre moins. Donc, ça permet de moduler les doses mises dans les parcelles. Donc, ça va dans le sens de la juste dose. Les produits de biocontrôle et biosolutions, c'est parce qu'on aura su analyser la présence de la pathologie avec un drone qu'on va savoir là, même avant que l'œil humain ne détecte la maladie. Le drone et les caméras hyperspectrales vont être en capacité de voir la pathologie arriver, donc de déclencher une alerte d'un traitement qui va être plus léger et peut-être plus ponctuel avant que la pathologie se généralise. Donc oui, les deux sont liés et ça va toujours dans le sens d'une baisse d'utilisation. Alors après, il y a plusieurs labels, le bio, le zéro résidu. Après, chaque entreprise adopte une stratégie en fonction de ce qu'elle est. Peut-être que vous pourrez en parler dans les pratiques que vous mettez en œuvre, mais oui, c'est de toute façon lié. Justement, je vous passe la parole. Alors, je vais commencer déjà par un peu de provocation. Je vais prendre un exemple d'un avocat bio qui vient du Pérou. Je m'interroge toujours. Voilà, l'internationalisation des labels. Bon, je suis un peu partagée, donc attention aux appellations, à ce qu'on met derrière et à l'impact global. Après, sur la stratégie du groupe Arteris, oui, on a une partie bio. On a aussi toute une partie de notre production qui est en agriculture raisonnée. En l'occurrence, pour le blé, on est en CRC, ce qui nous permet d'avoir une maîtrise et un produit sain. Et puis, dans le stockage, on va être dans le zéro résidu. Maintenant, il y a une vraie interrogation, c'est que, comme vous le disiez, fondamentalement, notre rôle, c'est de nourrir le plus grand nombre. Alors oui, ça ne veut pas dire nourrir n'importe comment tout le monde, mais ça veut dire que tous basculer dans le bio, je ne suis pas sûre qu'on puisse nourrir tout le monde et que tous les consommateurs acceptent de manger un produit qui sera un peu moins joli, qui se conserve moins bien dans les zones de distribution. Donc il faut envisager, à mon avis, une palette plus large et équilibré, qu'on s'engage sur un produit qui soit sain. Nous, on a une devise, c'est qu'on doit produire que les produits qu'on serait fiers de partager à la table avec nos enfants, notre famille. À partir de ce moment-là, on a ancré cette démarche, il n'y a pas de souci. On sait que si on produit ce produit-là, on sera fiers de le partager. C'est un super rempart ou un super garde-fou sur ce qu'on fait. Mais pour autant, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'adorais qu'on mange tous bio, tous hyper sains, avec des rémunérations hyper éthiques pour tout le monde. Je ne suis pas sûre qu'on puisse nourrir toute la planète et encore moins tous nos concitoyens à un juste prix et rétribuer justement nos agriculteurs. Donc, je pense qu'il faut une palette. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est une évidence. Mais une palette, du bio, du CRC, et en tous les cas, une agriculture responsable. Ça, c'est fondamental. Est-ce que justement, chez Magis, vous avez fait le choix du bio aussi? Est-ce que vous avez des gammes bio? Alors tout d'abord, je partage à 100% ce qui vient d'être dit. Dans certains pays, le bio, il passe dans un tunnel. À l'entrée, il n'est pas bio. À la sortie, il est bio. Donc attention à la notion de bio, ce qu'on met derrière. Autant en France, c'est particulièrement bien contrôlé. Il faut 3 ans pour switcher une parcelle
non bio en bio. Il y a des organismes qui font très bien leur boulot. On a EcoCert pas loin qui sont... Bref, on sait faire. Attention, il y a bio et bio. Je partage aussi que le bio, c'est pas la panacée. Ça ne pourra pas nourrir la planète. Sur certains rendements, vous prenez les pommes, par exemple, vous divisez par 4 la production. Si on passe la planète entière, enfin l'Europe en bio, en pommes, ça veut dire que demain, on va être obligé d'importer des pommes de Chine, avec tout ce que ça veut dire derrière, parce que c'est le premier producteur de pommes au monde. Bref, donc il ne faut pas être un intégriste du bio. C'est très important, je crois. Il y a d'autres choses en ce moment qui apparaissent. Il y a le zéro résidu de pesticides, notamment, qui est apparu d'ailleurs dans notre région dans le 82 et dans le 47, avec des sociétés comme Rougeline et Bluewell, qui sont en train de faire petit à petit leur chemin et qui sont des très belles démarches, parce qu'elles ne sont pas sur les moyens, comme peut être le bio, elles sont sur les résultats. C'est contrôlé, le produit est contrôlé derrière, sans résidus de pesticides. Et je crois plus aux résultats qu'aux moyens. C'est pour ça que le bio me dérange un petit peu. Parce qu'on s'imagine que le bio n'est pas traité. Ce n'est pas vrai du tout. Le bio est traité, voire très traité. Alors certes, avec des produits naturels. On parle de bouillie bordelaise, de produits comme ça. Vous voyez, les produits un peu bleus que nos grands-parents mettaient. C'est le genre de produits qui sont autorisés dans le bio. Et comme le spectre de traitement est assez faible, on en met des quantités folles. Mais comme c'est bio, comme c'est naturel, ça passe. Donc, il y a d'autres choses. Le sans résidu de pesticides est une chose. Le zéro résidu de pesticides en est une autre. Et puis après, il y a attention à l'origine. Donc, c'est là où l'informatique, la traçabilité, les contrôles sur place permettent d'être sûr que ce qu'on achète à l'étranger est vraiment bio. Donc, pour revenir au bio, moi, je crois au bio contrôlé, aux produits éco-responsables contrôlés au début et a posteriori pour pouvoir donner le meilleur produit aux consommateurs. Donc attention au rêve du bio. Merci beaucoup. Merci pour les questions en ligne, d'ailleurs, les spectateurs. Et pour juste finir sur la réponse, on a un petit peu de bio, on y va tout doucement parce que trouver de la bonne matière de A à Z contrôlée et vraiment tracée sur nos produits, c'est très compliqué. Alors on peut en avoir à tire-larigot. Aujourd'hui, j'ai certains confrères qui en ont à tire-larigot. Nous, à partir du moment où ce n'est pas tracé, où on n'est pas sûr de nous, on ne le met pas. D'autant plus que l'entreprise est responsable au niveau de douane d'un certain nombre de normes par rapport à tout ce qui est graines. Donc on est une entreprise référente, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on a très peu de bio dans nos produits, mais ils sont responsables, si j'ose dire. Merci pour ce témoignage. Justement, je le disais, n'hésitez pas à poser des questions en ligne. Les spectateurs peuvent poser des questions. Mais peut-être d'ailleurs, c'est l'occasion de prendre peut-être une question dans la salle, donc je vais être obligé de la répéter. Il y avait une première et après une deuxième question. Oui. Alors, bonjour, je voulais rebondir sur ce que Madame Peter avait avancé sur le Nutri-Score. Je trouve ça très intéressant. Ça rebondit sur pas mal de choses que vous avez aussi dit sur la data, dans le domaine dont je viens. Le Nutri-Score a été quelque chose d'intéressant au début, mais qui devient presque une aberration, parce qu'en fin de compte, derrière, il y a de la donnée qui est peut-être mal utilisée. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas la cadrer, parce qu'il provient aussi peut-être de l'international, qui n'ont pas tous les mêmes normes, que ça ne rentre pas forcément dans les cases, malgré qu'elles soient là. Excusez-moi, il va falloir que je répète la question après au micro pour les spectateurs. Donc là, en fait, je ne pourrais pas... Donc oui, j'essaie de résumer ma question. Ce qui est dommage pour le Nutri-Score, c'est que comme ça n'utilise pas toute la donnée, on peut être trompé, comme on a vu pour Roquefort, qui est trompé en mettant un score à E ou F, alors qu'il n'utilise pas de mauvais produits justement à l'intérieur. Et c'est à cause de ces scores qui étaient censés faire avancer l'agroalimentaire que ça trompe aussi par manque de data. Donc j'aurais aimé savoir si vous étiez souvent confronté à ces manques d'interprétation qui favorisent en fin de compte un appauvrissement peut-être. Alors la question effectivement dans la salle pour les spectateurs en ligne est effectivement de savoir si parfois on est en manque de données et qu'effectivement parfois ça tronque par exemple le Nutri-Score ou peut-être la vision qu'on a sur certains produits parce que les données sont absentes. Est-ce que, je ne sais pas qui veut s'exprimer, qui veut répondre à la question ? Très rapidement, moi si un jour vous me trouvez un foie gras qui a un Nutri-Score B, surtout vous ne me le vendez pas, vous ne me le donnez pas et je ne le mangerai pas. Donc encore une fois, c'est là que je vous dis que l'information, attention à ce qu'on en fait, ce qu'on en dit et comment on l'interprète. Vous prenez n'importe quel bon fromage fermier, je ne vois pas comment il pourrait être dans un Nutri-Score assez performant. Tout est question de quantité, de savoir manger plaisir. Et oui, un fromage c'est gras, oui, un fromage c'est gras. Donc oui, on aura un Nutri-Score qui sera mauvais. Donc nous, aujourd'hui, par rapport à la foultitude d'informations qui peuvent être données aux consommateurs, très honnêtement, on n'a pas encore tranché quel type d'information on pouvait donner pour délivrer la bonne information, la juste information. Il y a
plein de labels, comme des labels RSE qui sortent de partout. Il y a plein de scores qui sortent de partout. Trop d'infos tue l'info pour le consommateur. Nous, on n'a même pas encore tranché sur quel axe nous allons aller parce qu'on ne sait pas. Et que comme on ne sait pas, on préfère pas courir pour faire du marketing qui serait un marketing qui serait purement consommateur. Donc là, typiquement, on n'a pas tranché. Ça pose aussi un vrai sujet. Alors, pour des Français, ça va être rigolo. On a un problème de normes. On a un problème de canevas mondial sur la norme et ce qu'on veut dire derrière des cadres. Typiquement, vous répondez à des enquêtes RSE ou des audits RSE et on nous impose des normes. Alors, quand on explique que nous, on est en droit français, donc typiquement, faire travailler des enfants, c'est pas possible. On nous dit, bah oui, mais c'est pas écrit. Bah oui, c'est pas écrit. Forcément, on n'a pas le droit. Donc, en fait, c'est toute cette problématique autour de la norme mondiale. Et alors, c'est rigolo pour des Français, on va crier qu'on a besoin d'une norme et d'un encadrement mondial, mais on ne l'a pas. Et à partir de ce moment-là où le cadre est flou, j'ai une bonne nouvelle. Les résultats, ils sont encore plus ambigus. Il y avait une autre question dans la salle, oui. Alors, la question dans la salle est effectivement un sujet qui a été évoqué sur la table ronde précédente, mais qu'on n'a pas évoqué encore, sur le gaspillage. Alors, en ce qui nous concerne, on essaye d'utiliser 100% des produits qui sont issus de la terre. Je vais donner un exemple. Si je prends notre premier produit qui est la simple cacahuète, en fonction du produit, de la qualité et ainsi de suite, vous avez plus ou moins des tailles et de temps en temps, vous avez des tout petits éclats, voire de la poudre. Historiquement, ces produits étaient destinés à l'alimentation animale. Depuis, après, on a mis en œuvre des process de fabrication et ainsi de suite pour pouvoir sortir des produits issus de ces tout petits résidus. Je vous donne un exemple. Tous les toppings maintenant de McDo, c'est ces petites graines qui sont cassées, qui à une époque n'étaient pas utilisées parce qu'il n'y avait pas de marché. Bon, vous pouvez les avoir sur tous les sonnets de McDo, donc vous pouvez les consommer. La graine vient de Toulouse, donc c'est génial. Et en Europe, voilà, on fournit McDo parce qu'on a trouvé des débouchés. Donc on essaye aujourd'hui, industriellement, d'optimiser 100% des produits ou des coproduits qui ne sont pas des déchets, mais qui sont des coproduits. Voilà, je peux citer par exemple de Madagascar. On a un produit qui est la poudre de noix de cajou, qui est le résidu de tout le travail qui est fait sur cette noix de cajou. On va sortir un beurre de noix de cajou issu de ce travail. Donc 100%, on essaye de l'utiliser. Je dis 100%, on essaye, parce que des fois, on n'y arrive pas. Mais le but du jeu est d'utiliser 100%. Sur les déchets, moi, je vais les scinder en deux. On a la partie dans le groupe agricole Arteris, on a le pôle agricole, mais on a un pôle transformation agroalimentaire et un pôle distribution grand public. Sur l'agroalimentaire, on va être très très clair. C'est un milieu qui a toujours battu et combattu le déchet, puisque globalement, dans l'agroalimentaire, le déchet, c'est la marge qui s'en va. Donc en fait, on a toujours eu une politique du tendre vers le zéro déchet, à tel point qu'aujourd'hui, on a lancé des audits dans le cadre de la loi AGEC qui nous engage à réduire par 2 les déchets alimentaires sous l'horizon des 5 prochaines années. Et on a fait un audit. L'audit a montré qu'on en avait tellement peu qu'on en arrivait à payer pour qu'on nous les enlève, alors que la plupart d'autres industries, on leur paye pour venir prendre leurs déchets. Donc nous, on a pris le sujet différemment. Sur ce pôle agroalimentaire et agricole, on s'est dit, sur le pôle agricole, on a un enjeu que sont demain les engrais organiques. Okay. Sur mon pôle de transformation agroalimentaire, on a des déchets qu'on ne valorise pas puisque personne, n'en ayant pas de quantité suffisante, veut nous les acheter. Ok. Alors, on est en train de lancer un groupe de projets de recherche et développement chez nous pour dire, est-ce que les coproduits, typiquement de nos silos, les issues de silos, est-ce que les coproduits qu'on peut avoir dans nos usines de transformation peuvent pas devenir demain l'engrais organique que nous pourrons proposer à nos adhérents? Ça, c'est une réflexion. Je ne sais pas si on arrivera au bout, mais en tous les cas, on a lancé, on a un stagiaire qui nous rejoint. On est sur une démarche globale sur le groupe pour se poser cette question-là. Sur la partie magasin, on a signé un partenariat avec Too Good To Go qui nous permet de faire passer plus de 2100 paniers sur 5 magasins puisqu'on y rentre progressivement au cours de l'année dernière. Donc nous, on tend vers le zéro déchet puisque très honnêtement, quand on jette de la nourriture, c'est quelque part renier le travail qui a été fait en amont et c'est juste éthiquement et socialement pas acceptable. Et on est en train de réfléchir à un partenariat fort avec la Banque alimentaire avec l'idée
que la banque alimentaire est une fondation qui va restaurer les gens. Mais quand je dis restaurer, je trouve qu'il y a un double sens. Restaurer au sens nourrir, mais restaurer aussi reconstruire. Et nous, on se sent très fortement impliqués dans cette démarche sociétale et on va essayer de construire un partenariat de longue durée, quitte à organiser des ramasses dans tous nos magasins pour pouvoir distribuer et que les gens en situation un peu plus compliquée que les nôtres puissent même manger du foie gras une fois de temps en temps dans la semaine. Voilà. Merci. Est-ce qu'Aurélie, au sein d'Agri-Sud-Ouest, c'est aussi un sujet central, justement, la lutte contre le gaspillage? Alors, nous, on a un domaine d'innovation prioritaire. Le pôle a 6 domaines d'innovation prioritaire qui couvrent tous les métiers agricoles, agroalimentaires, de l'amont, de la fourche à la fourchette. Et on en a un qui est spécifiquement dédié sur la valorisation des coproduits, que ce soit agricole ou agroalimentaire. Donc, on porte et on accompagne à structurer des projets sur la valorisation de ces coproduits. Ça peut être vers des ingrédients hautement fonctionnels, ça peut être vers des matériaux, ça peut être vers de l'énergie. On parlait de méthanisation tout à l'heure. Il y a eu un beau projet qui a été porté de micro-méthanisation à la ferme. Donc oui, c'est un de nos 6 domaines d'innovation prioritaire et on accompagne à aller chercher des financements pour aider les entreprises à valoriser le gisement qu'elles auraient identifié. Et si je fais un lien avec le volet traçabilité, c'est aussi, alors ça va vers une logistique, le coproduit. La problématique aussi, c'est la logistique d'un éparpillement du gisement et donc des entreprises. Et on a beaucoup d'acteurs au sein du pôle qui se sont montés, qui se sont construits sur la valorisation de coproduits. Donc l'innovation est au service de beaucoup de thématiques. Il y a des financements. Alors, quelles sont les 6 thématiques? Parce que peut-être c'est un des sujets on a peut-être oublié un des sujets. C'est intéressant aussi d'avoir vos axes de recherche. Tout ce qui traite l'eau, le climat, le sol. Donc là, on va être sur les approches terroirs avec les raréfactions de certaines ressources. Donc on parlait d'irrigation de précision. Donc ça fait partie de ces thématiques. La deuxième, ça va être tout ce qui est production agricole, végétale et animale. Donc on va vers l'agroécologie, les nouveaux intrants, les biosolutions. Donc des solutions naturelles, remplacement des phytos et des antibiotiques. Ensuite, on a tout ce qui est le numérique, la technologie, que ce soit en agroalimentaire ou en agronomie, les drones, la data, l'IoT. Ensuite, la valorisation des coproduits. Et après, 2 domaines qui sont plus aval sur la nutrition santé. Les nouvelles formes de protéines, les algues, les légumineuses, les insectes. Et puis, un domaine plus aval encore qui est sur tous les nouveaux usages de l'alimentaire. Donc, les conférences précédentes rentraient dans ce cadre-là. Des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons de communiquer, d'emballer. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'emballage au niveau de la Dark Kitchen. J'aurais aimé que soit abordé ce sujet. Voilà, donc ça, c'est une palette de toute la grosse chaîne, finalement, de l'alimentation. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou pas? Pas forcément. Moi, j'avais une question parce que je pense à nos amis de Naïou Technologies. On a un leader sur les robots agricoles qui vient aussi également de notre territoire et qui est adhérent, j'imagine bien. Est-ce que justement les robots aujourd'hui sont opérationnels? Je ne sais pas, est-ce que vous formez les personnes, la future génération aussi à utiliser des robots dans le cadre de leur activité? On le disait que les tracteurs sont connectés, mais est-ce qu'il n'y a plus de conducteurs dans les tracteurs? Alors, je sais qu'on utilise des robots à la ferme, des robots de traite. Après, je ne saurais pas vous dire exactement au niveau des machines. Ensuite, on forme nos étudiants en agroalimentaire aussi à l'utilisation des robots, à la façon de les créer pour faciliter l'automatisation des tâches. Après, on utilise beaucoup la réalité virtuelle aussi, à les former à ça. Voilà, mais bon, les étudiants de toute façon on les forme un petit peu à tout, donc c'est vrai que peut-être que vous êtes plus dans le faire déjà vous, plus que dans nous on est en partenariat avec Naïou. Super. Donc on a pu utiliser les robots, les éprouver dans notre ferme expérimentale, et pas plus tard qu'hier ou ce matin, j'ai vu une publication de ma collègue qui est directrice de l'agroéquipement et qui montrait un beau petit robot, enfin un gros robot Naïou, pas petit, mais un gros robot Naïou qui désherbait un champ de salade. Donc oui, on est à fond là-dedans.
parce qu'effectivement, ça permet d'éviter l'utilisation de pesticides et ça, c'est un vrai enjeu également pour remplacer un petit peu peut-être le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Des fois, on se dit les robots, ça va enlever de la main-d'œuvre. Là, on est dans une thématique RSE. Est-ce que c'est bien compatible? Alors, en général, les robots vont se mettre sur les tâches difficiles et là où il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que justement, les tâches sont difficiles, notamment sur la taille de la vigne. Par exemple, il y a des projets en cours. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde. Il est bientôt 13h. Ça m'aura donné faim de parler avec vous de food tech durant cette table ronde. Je remercie l'ensemble des intervenants pour ces échanges riches. Je remercie tous les spectateurs sur place et en ligne pour cette table ronde. Merci beaucoup et bon appétit.